Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Maria Sarkozy et aujourd'hui nous sommes le 21 août, jeudi, bonjour. L'article évoque un incident au cours duquel l'ancien président américain Donald Trump aurait fait attendre les dirigeants de l'Union européenne devant son bureau lors d'une réunion. Les dirigeants de l'UE étaient à Washington pour des discussions de haut niveau, et Trump, connu pour son approche non conventionnelle de la diplomatie, les aurait fait attendre longtemps, certains responsables étant restés dans le couloir pendant 1 heure avant d'être autorisés à entrer. L'incident a suscité de vives réactions et a été perçu par beaucoup comme un nouvel exemple du mépris de Trump pour les normes diplomatiques traditionnelles. Cette longue attente contrastait fortement avec la pratique habituelle consistant à traiter les dirigeants étrangers avec respect et à leur offrir un cadre confortable. Cependant, le moment choisi pour la réunion et le fait qu'elle ait eu lieu au milieu de discussions tendues sur le commerce et les relations internationales ont ajouté au suspense. Si certains ont spéculé sur une manœuvre délibérée de Trump pour asseoir sa domination, d'autres ont suggéré qu'il s'agissait simplement d'un problème de communication ou d'horaire. Quelle que soit la raison, cet incident a mis en évidence le caractère parfois imprévisible des interactions de Trump avec les dirigeants étrangers. Cet article reflète la dynamique générale des relations entre les États-Unis et l'UE sous la présidence Trump, marquée par des tensions, une certaine imprévisibilité et de fréquents conflits sur des questions telles que les droits de douane et les accords internationaux. Pour de nombreux responsables européens, traiter avec Trump était un exercice d'équilibre constant entre diplomatie et défense des intérêts nationaux, traversant souvent des moments d'inconfort comme celui décrit dans l'article. Cet article explique la loi thaïlandaise sur le lèse-majesté et son lien avec le récent retour de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. Thaksin, figure politique controversée, a été condamné à une peine de prison à son retour en Thaïlande après des années d'exil. Ces démêlés judiciaires découlent d'accusations liées à la loi sur le lèse-majesté, qui criminalise les insultes, la diffamation et les menaces contre la monarchie. L'article examine comment cette loi a été utilisée en Thaïlande pour réprimer la dissidence politique, ses détracteurs affirmant qu'elle est souvent instrumentalisée pour faire taire l'opposition. La loi sur le lèse-majesté fait l'objet de critiques croissantes, tant en Thaïlande qu'à l'international, de nombreux groupes de défense des droits humains affirmant qu'elle entrave la liberté d'expression et est appliquée de manière disproportionnée. Le retour de Thaksin en Thaïlande a ravivé le débat sur l'application de cette loi, notamment compte tenu de sa rivalité politique de longue date avec l'establishment royaliste. Le retour de Thaksin intervient également dans un contexte de tensions politiques accrues en Thaïlande, où les protestations et les appels à la réforme de la monarchie se sont multipliés ces dernières années. Ces mouvements heurtent la structure traditionnelle du pouvoir thaïlandais, qui a longtemps considéré la monarchie comme une institution intouchable. L'article explique comment la loi sur le crime de lèse-majesté affecte non seulement les hommes politiques comme Thaksin, mais aussi les citoyens ordinaires, lourdement sanctionnés pour des propos apparemment anodins sur la monarchie. L'article aborde également les implications plus larges de ce cadre juridique pour l'avenir politique de la Thaïlande. L'affaire Thaksin étant susceptible d'attirer davantage l'attention sur cette loi, les discussions sur sa réforme ou son abolition risquent de s'intensifier, soulevant des questions sur la liberté d'expression, la démocratie et le rôle de la monarchie dans la politique thaïlandaise contemporaine. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault a souligné que « Trump et les dirigeants de l'UE ont gagné en respect lorsque leurs affaires sont liées à la possibilité ». Ce point sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault a captivé l'auditoire par une analyse perspicace de l'évolution des relations entre l'ancien président américain Donald Trump et les dirigeants de l'Union européenne. Monsieur Arsenault a principalement insisté sur la manière dont, malgré leurs divergences politiques, les deux parties ont développé un respect mutuel lorsque la conversation a porté sur des intérêts commerciaux communs. Son intervention, axée sur les complexités de la diplomatie internationale et de la coopération économique, a mis en lumière l'aspect pragmatique des interactions de Trump avec les dirigeants européens. Dans son discours, M. Arsenault a expliqué que si le mandat de M. Trump a souvent été marqué par des tensions et des confrontations sur les questions politiques et géopolitiques, le discours a considérablement évolué lorsque les questions économiques ont été abordées. Il a souligné que les deux parties ont trouvé un terrain d'entente lors des discussions sur le commerce, l'investissement et l'accès au marché, domaines où les intérêts communs ont permis un dialogue productif. Selon M. Arsenault, cela a conduit à un respect réticent mais concret qui transcendait les idéologies politiques. Mesdames et messieurs,
Je suis honoré d'être ici pour discuter d'un sujet d'une importance capitale, la relation entre l'ancien président Donald Trump et les dirigeants de l'Union européenne, un sujet qui a beaucoup fait parler de lui au fil des années. Lors de ses mandats, Trump a souvent entretenu une relation complexe avec l'Union européenne. Toutefois, une question persiste. Comment cette relation s'est-elle transformée lorsque les enjeux économiques et commerciaux sont venus s'ajouter au débat diplomatique ? Il ne fait aucun doute que la relation transatlantique sous l'administration Trump a été marquée par une série de tensions, en particulier sur des questions telles que le commerce, les accords internationaux et les positions divergentes sur des sujets géopolitiques. Cependant, au-delà de ces différends politiques, il y a eu un domaine dans lequel Trump et les dirigeants européens ont trouvé un terrain d'entente, celui des affaires. Lorsqu'il s'agissait de négocier des accords commerciaux, d'attirer des investissements, ou de sécuriser des marchés, une forme de respect mutuel s'est développée. Ce respect n'était pas nécessairement le résultat d'une reconnaissance des idéaux politiques communs, mais plutôt de la prise en compte des intérêts économiques réciproques. Pour les dirigeants de l'UE, la nécessité de maintenir des relations solides avec les États-Unis, en tant que puissance économique mondiale, était évidente. De son côté, Trump comprenait bien l'importance stratégique de l'UE en tant que partenaire commercial majeur. Ce respect mutuel est devenu particulièrement visible lorsque des questions commerciales étaient sur la table. Les discussions sur les droits de douane, les accords bilatéraux ou encore la politique de commerce international ont permis aux deux parties de transcender leurs divergences idéologiques pour se concentrer sur des résultats concrets et mesurables. Ce pragmatisme économique a permis de créer un environnement où des négociations difficiles pouvaient se dérouler sans dérapage majeur, simplement parce que les deux côtés avaient un intérêt direct dans la réussite de ces négociations. Bien sûr, il faut souligner que ce respect était en grande partie motivé par la volonté d'assurer des bénéfices économiques tangibles pour leurs nations respectives. Les affaires, après tout, ne se jouent pas seulement sur des bases de diplomatie ou de valeurs partagées, mais aussi sur la capacité à tirer profit des accords conclus. En définitive, même si Trump et les dirigeants de l'UE ont souvent eu des désaccords sur des sujets géopolitiques et diplomatiques, le terrain des affaires a permis d'établir un respect commun. Lorsque les négociations portaient sur des questions qui touchaient directement les économies nationales, les deux parties ont su mettre de côté leurs divergences pour favoriser des solutions mutuellement bénéfiques. Ce pragmatisme économique, bien que parfois difficile à maintenir, a marqué l'ère de ces relations transatlantiques et continue de définir une partie de la dynamique entre l'Europe et les États-Unis. Merci. La couverture vidéo du discours d'Arsenault capture l'échange dynamique, l'ancien ambassadeur s'engageant avec des responsables de l'OTAN et des journalistes dans une discussion approfondie. Alors que les propos d'Arsenault résonnaient dans la salle de presse, sa perspective nuancée offrait un aperçu rare de la manière dont l'influence économique peut favoriser la coopération, même entre des personnalités politiques apparemment incompatibles. Ces remarques devraient susciter de nouveaux débats parmi les décideurs politiques et les analystes. Le reportage qui a suivi le discours propose des réflexions plus approfondies depuis la salle de presse de l'OTAN, où les journalistes commentent l'analyse d'Arsenault, établissant des liens avec les stratégies diplomatiques en cours dans le cadre des relations UE-États-Unis. Les séquences vidéo mettent également en lumière les réactions du public, offrant un témoignage visuel puissant de l'importance des entreprises dans le façonnement des relations internationales modernes. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Lors du sommet H2GEN, Bernard Balouet, président du Sénat et membre actuel du sommet H2GEN, Jérôme Laurent et son ami Denise Garnier commenteront leur discours sur la situation actuelle. L'accord commercial européen ne sera pas conclu après la rencontre de Trump et des dirigeants européens à la Maison-Blanche. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Lors du sommet H2GEN, des personnalités politiques et des experts de premier plan se sont réunis pour discuter de l'état du commerce international et de la diplomatie. Parmi eux figurait Bernard Balouet, actuel membre du Sénat et président du sommet H2GEN, ainsi que Jérôme Laurent et Denise Garnier, tous deux experts chevronnés des relations UE-États-Unis. Leurs interventions ont porté sur une question cruciale. Pourquoi un accord commercial spécifique avec l'UE n'a-t-il jamais été pleinement conclu sous la présidence de Donald Trump, malgré ses rencontres avec les dirigeants européens à la Maison-Blanche? Balouet, Laurent et Denise Garnier ont partagé leurs points de vue approfondis sur les opportunités manquées et les défis apparus lors de ces rencontres à enjeux élevés. Balouet a ouvert la discussion en soulignant les tensions croissantes entre le programme America First de Trump et l'engagement de l'UE en faveur des accords multilatéraux. Laurent a adopté une approche plus technique, analysant comment les politiques de Trump ont créé un environnement perturbateur pour les négociations,
notamment en ce qui concerne les droits de douane et les barrières commerciales. Garnier, reconnu pour son expertise en droit international, a abordé les obstacles juridiques et réglementaires qui ont rendu quasiment impossible la conclusion d'un accord durable entre les deux parties. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'accueillir ici au sommet H2, Jean à Paris pour discuter d'une question cruciale qui a marqué les relations transatlantiques au cours des dernières années. L'impossibilité d'établir un accord commercial dédié entre l'Union européenne et les États-Unis sous l'administration de Donald Trump, après sa rencontre avec les dirigeants européens à la Maison-Blanche. Lorsque Trump est devenu président, beaucoup espéraient qu'une nouvelle ère de coopération commerciale pourrait émerger entre l'UE et les États-Unis, deux des plus grandes puissances économiques mondiales. Pourtant, malgré plusieurs sommets et discussions, il est rapidement devenu évident que l'établissement d'un accord commercial global et durable n'était pas à l'ordre du jour. La rencontre à la Maison-Blanche, où les dirigeants européens ont été reçus, n'a pas marqué le début d'une alliance renforcée, mais plutôt un tournant où les divergences fondamentales en matière de politique commerciale sont devenues encore plus visibles. L'une des premières raisons de cet échec réside dans la vision profondément différente de Trump en matière de commerce international. L'approche de « l'Amérique d'abord » qu'il prônait se traduisait par un protectionnisme accru et un retrait des accords multilatéraux. Plutôt que de chercher à renforcer des partenariats équilibrés, Trump favorisait les accords bilatéraux et exigeait des concessions sur des points qui, pour l'Union européenne, étaient inacceptables. La question des droits de douane, en particulier, est devenue un point de friction majeur. L'UE, qui cherche à maintenir un système multilatéral fondé sur le libre-échange et la coopération, ne pouvait pas accepter ces demandes unilatérales. En outre, la relation entre Trump et les dirigeants européens a été marquée par des tensions politiques bien plus larges, allant de la question du climat, avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, à des divergences profondes sur les politiques étrangères et de sécurité. Ces tensions ont largement assombri les perspectives d'une coopération fructueuse sur des questions commerciales. L'une des grandes difficultés résidait également dans l'absence de confiance mutuelle. Les dirigeants européens, habitués à des négociations basées sur des principes communs, ont trouvé difficile d'établir des discussions commerciales constructives avec une administration qui se montrait parfois imprévisible et dont les priorités changeaient selon les contextes politiques internes. Dès lors, les tentatives d'un accord commercial dédié entre l'UE et les États-Unis se sont progressivement effondrées sous le poids de ces divergences. L'UE, fidèle à ses principes de gouvernance internationale et de régulation économique équilibrée, n'a pas pu répondre favorablement aux demandes américaines qui remettaient en cause son modèle économique et ses valeurs fondamentales. Et bien que des discussions aient continué sur des sujets spécifiques, aucun accord global n'a été conclu sous l'ère Trump. En conclusion, ce n'est pas seulement un échec d'accords commerciaux, mais aussi un échec à établir un dialogue profond et stratégique entre deux entités économiques qui, pourtant, devraient trouver des terrains d'entente. Aujourd'hui, il nous appartient de regarder en avant et de repenser la manière dont nous abordons ces relations cruciales dans un monde en constante évolution. Merci. Les vidéos de leur présentation ont permis de saisir un échange d'idées dynamiques, chaque intervenant explorant les complexités de ces négociations avortées. En décortiquant les stratégies de Trump, ils ont mis en évidence les priorités contrastées entre l'engagement de longue date de l'UE en faveur de l'ouverture commerciale et la préférence croissante des États-Unis pour le protectionnisme. Le reportage, diffusé sur la plateforme vidéo, offre un aperçu détaillé de l'expertise des intervenants, offrant aux téléspectateurs une compréhension rare des coulisses de la dynamique complexe qui a façonné les relations commerciales entre l'UE et les États-Unis sous Trump. Leur point de vue continue de trouver un écho dans l'évolution des discussions commerciales mondiales dans le climat politique actuel. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. L'article rapporte que l'Espagne a connu des incendies de forêt dévastateurs cet été, avec près de 400 000 hectares de terres brûlées, marquant l'une des pires saisons d'incendies de ces dernières années. Ces incendies, qui se sont propagés dans diverses régions, ont provoqué des destructions massives, menaçant les communautés locales, la faune et l'environnement. Face à l'escalade de la crise, les autorités ont procédé à 37 arrestations liées à ces incendies, dont certains sont soupçonnés d'avoir été allumés délibérément. Les incendies ont eu de graves conséquences, non seulement en termes de dommages environnementaux, mais aussi en termes de vies humaines et de biens. Des milliers de personnes ont été contraintes d'évacuer leur domicile, tandis que les services d'urgence continuent de lutter contre les flammes, souvent dans des conditions extrêmes.
L'article souligne la fréquence et l'intensité croissante des incendies de forêt en Espagne, une situation aggravée par les effets persistants du changement climatique, notamment la hausse des températures et les sécheresses prolongées. Bien que certains incendies soient soupçonnés d'être d'origine criminelle, les autorités soulignent également le rôle des facteurs climatiques dans l'aggravation des risques d'incendie. Le gouvernement espagnol et les autorités régionales ont intensifié leurs efforts de lutte contre les incendies, déployant des moyens terrestres et aériens pour contenir les incendies. Le rapport aborde également les implications plus larges de ces incendies pour l'écosystème et l'économie espagnole. Outre les destructions immédiates, les incendies menacent de perturber l'agriculture, le tourisme et la biodiversité, soulignant ainsi la nécessité d'une meilleure action climatique et de meilleures politiques de gestion forestière. L'article conclut en soulignant l'importance de la coopération nationale et internationale pour faire face aux menaces croissantes d'incendies de forêt en Europe du Sud. Cet article explore l'évolution des relations entre l'ancien président Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, notamment au sein du Parti républicain. Il examine comment la position de Trump envers Poutine a suscité des débats parmi les dirigeants républicains, certains soutenant son approche plus conciliante envers la Russie, tandis que d'autres la critiquent comme trop clémente, voire dangereuse. L'analyse examine la dynamique de l'admiration de Trump pour Poutine, devenue un point de discorde pendant sa présidence, et comment elle continue de façonner le discours politique au sein du parti. Si Trump a longtemps fait l'éloge de Poutine, le qualifiant de dirigeant fort et soulignant la nécessité d'améliorer les relations entre les États-Unis et la Russie, de nombreux républicains sont devenus plus prudents face à ce discours, notamment au vu des actions de la Russie sur la scène internationale, comme l'invasion de l'Ukraine. Certains membres du Parti républicain craignent que l'approche de Trump ne s'aliène les alliés traditionnels et n'affaiblisse la position des États-Unis en Europe et au sein de l'OTAN. L'article examine également les implications politiques plus larges des liens de Trump avec Poutine, soulignant la résonance de ses opinions auprès de différentes factions de la base républicaine. Pour certains, la position de Trump sur la Russie représente une rupture rafraîchissante avec l'establishment traditionnel de la politique étrangère, tandis que pour d'autres, elle suscite de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale américaine. À l'approche des élections de 2024, le débat sur la relation de Trump avec Poutine devrait rester un enjeu majeur, les républicains étant soumis à des pressions pour clarifier leur position sur la Russie. L'article met en lumière le conflit interne persistant au sein du Parti républicain, qui cherche à concilier l'influence de Trump avec les réalités géopolitiques plus larges. Et maintenant les nouvelles sportives. Cet article aborde les nouvelles passionnantes de l'US Open, où les stars du tennis Carlos Alcaraz et Emma Raducanu s'associent pour le double mixte. Les deux joueurs, connus pour leurs impressionnantes carrières en simple, font leur début dans ce format lors de ce prestigieux tournoi. Ce partenariat a suscité un vif intérêt. Alcaraz, la jeune sensation espagnole, et Raducanu, la joueuse britannique victorieuse de l'US Open en 2021, unissent leurs talents individuels dans une nouvelle dynamique. L'article explique comment leur collaboration a intrigué les fans et les analystes, soulignant l'alchimie entre les deux joueurs et leur potentiel à s'imposer en double mixte. Bien que tous deux se soient concentrés sur leur carrière en simple, ce duo représente un départ prometteur et une occasion de démontrer leur polyvalence sur le court. Raducanu et Alcaraz ont toutes deux connu des difficultés au cours de leur carrière. Raducanu s'efforce de consolider sa place au classement WTA après sa victoire éclatante, tandis qu'Alcaraz continue de s'imposer comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du tennis. L'article souligne que ce duo en double mixte ajoute une dimension supplémentaire au tournoi et offre aux fans l'occasion de voir deux des plus grandes stars du tennis travailler ensemble. Le rapport aborde également le caractère compétitif du tableau du double mixte de l'US Open, avec la participation d'autres joueuses de haut niveau, ce qui rend l'événement imprévisible et palpitant. Les performances d'Alcaraz et Raducanu seront suivies de près, car elles chercheront à se forger une réputation dans ce nouveau format de jeu. L'article revient sur la performance remarquable de Ben Griffin au championnat BMW, où l'utilisation de créatine, un complément alimentaire couramment utilisé, a suscité l'intérêt. Griffin, qui peinait à percer au plus haut niveau du golf professionnel, a attribué à la créatine le gain de force et d'endurance sur le parcours, lui permettant de réaliser l'une de ses meilleures performances lors d'un tournoi majeur. La créatine, souvent associée au développement musculaire dans des sports comme le culturisme et le football américain, gagne en popularité auprès des golfeurs pour améliorer la concentration, l'endurance et la récupération. L'article explore comment le succès de Griffin pourrait marquer un changement dans la façon dont les golfeurs abordent l'entraînement,
avec une plus grande importance accordée aux compléments alimentaires pour la force et le conditionnement physique, traditionnellement utilisés dans d'autres sports. Griffin, reconnu depuis longtemps pour sa précision et son habileté, a constaté que l'intégration de la créatine à son programme lui donnait un avantage, notamment sur les longues parties où la fatigue mentale et physique peut être un facteur. L'article explore les aspects scientifiques de la créatine et souligne son rôle dans l'amélioration de la production d'énergie au niveau cellulaire, bénéfique pour les athlètes lors d'activités intenses comme les tournois de golf longs et exigeants. Le rapport inclut également des commentaires d'entraîneurs et de nutritionnistes du sport, qui expliquent que de plus en plus de golfeurs commencent à percevoir l'intérêt des compléments alimentaires favorisant la récupération et la fonction musculaire. Cependant, certains traditionalistes du sport restent prudents, inquiets de l'impact potentiel de l'utilisation généralisée de compléments alimentaires améliorant la performance sur la nature du jeu. La performance exceptionnelle de Griffin au championnat BMW a suscité un débat sur l'évolution du golf professionnel, où la forme physique et la nutrition deviennent aussi essentielles à la réussite que les compétences techniques sur le parcours. Cet article aborde les derniers développements concernant Arch Manning, espoir très attendu du football américain et petit-fils de la légende de la NFL Archie Manning, alors qu'il évolue en NCAA. Arch, largement considéré comme l'un des meilleurs quarterbacks de sa promotion, fait sensation grâce à ses performances impressionnantes, suscitant encore plus d'espoir grâce à l'héritage familial riche en football américain. L'article explore les pressions auxquelles Arch est confronté, non seulement en tant que recrue de haut niveau, mais aussi en tant que membre d'une famille profondément ancrée dans le football américain. Son grand-père, Archie Manning, a connu une carrière emblématique en NFL, et ses oncles, Peyton et Eli Manning, comptent parmi les quarterbacks les plus célèbres de l'histoire de la NFL. Fort d'un tel héritage, chaque geste d'Arch est scruté de près par les fans, les analystes et les anciens joueurs. Malgré les attentes élevées, Arch a réussi à se forger sa propre identité sur le terrain. L'article met en lumière son évolution en tant que joueur, soulignant son sang-froid, sa prise de décision et ses qualités de leader, qui ont impressionné les recruteurs et les entraîneurs. La décision d'Arch de rejoindre l'un des programmes de football les plus prestigieux de la NCAA a également suscité un vif intérêt, avec l'espoir qu'il perpétue la tradition d'excellence de la famille Manning. Si les comparaisons avec les membres célèbres de sa famille sont inévitables, l'article souligne qu'Arch est déterminé à s'imposer à sa manière. Son parcours dans le football NCAA ne fait que commencer, et les projecteurs vont s'intensifier sur lui alors qu'il continue de faire ses preuves dans le monde compétitif du football universitaire. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui, ici Maria Sarkozy, qui vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Albert Rochefort. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.